C'est mieux. Je vois vos lignes de la main présentement. Voilà. Vous me voyez là? Non, là oui. Ah. Ça fait un petit décalage. On est en enregistrement, donc j'ai lancé. Est-ce que de votre côté, vous avez eu une demande pour l'enregistrement? Non, pas du tout. Non, ça va être beau. Ouais. Bah, écoutez, je pense qu'on y est là, à mon avis. Non, on est bien. On est parti. Donc, écoutez, voilà, bonjour. Je suis Abdelaziz El Mansouri, donc je dirige l'école Innov Naturopathie. Et aujourd'hui, nous avons avec nous Julie Baudouin, qui est aussi une élève de l'école et qui aujourd'hui, voilà, dans le cadre de son mémoire de fin d'études, va nous présenter la maladie de l'ataxie, mais l'ataxie liée au gluten, qui est très mal connue. Et si vous voulez, je vais vous la présenter brièvement. Donc l'ataxie, elle est liée au gluten. C'est une maladie auto-immune. Elle est très peu connue, tout simplement car elle est bien plus rare que les autres pathologies liées au gluten, comme la maladie cœliaque, la dermatite herpétiforme, la sensibilité au gluten non cœliaque. C'est une complication rare qui peut se développer chez certaines personnes cœliaques non diagnostiquées depuis longtemps ou qui ne suivent pas correctement le régime strict. Et plus rarement, des patients atteints d'ataxie liée au gluten ne présentent aucun des symptômes de la maladie cœliaque. En fait, les symptômes de l'ataxie liée au gluten, ce sont des personnes atteintes d'ataxie liée au gluten, elles ont des problèmes de coordination dans les mouvements, ils développent des problèmes d'élocution pour marcher et garder l'équilibre. C'est une maladie invalidante, il faut le savoir, qui doit être rapidement diagnostiquée afin d'éviter les dommages irréversibles sur les neurones concernés. En fait, le diagnostic de l'ataxie liée au gluten, comme la maladie cœliaque, sa grande sœur, des tests sérologiques spécifiques peuvent orienter le diagnostic vers l'ataxie liée au gluten. Bon, ça encore faut-il que le praticien soit formé à cela et qu'il puisse, dès que la personne arrive dans son cabinet, déceler ou même avoir l'intuition qu'il y ait ce genre de problème. Mais pour cela, si jamais il y pense, il va doser les taux d'anticorps, ce qu'on appelle les antiglutaminases tissulaires et les anti-ghiladines. En fait, si vous voulez, le gluten, il a deux sous-produits et l'un de ces produits, c'est la ghiladine ou la giladine comme on le prononce. Donc pour ceux qui s'y connaissent déjà, je sais que vous allez me dire que c'est à peu près les mêmes que la maladie cœliaque, mais en fait c'est pas tout à fait le cas, parce que dans notre cas nous avons différents enzymes, dans notre corps, si vous voulez, on a plusieurs enzymes, on a différentes enzymes qui sont appelées transglutaminases tissulaires, et elles ont le même rôle mais ne sont pas présentes au même endroit. En fait, si vous voulez, les transglutaminases tissulaires de la muqueuse intestinale, ce sont ce qu'on appelle, nous, les transglutaminases 2, en fait. Elles sont impliquées dans la maladie cœliaque. Celles de la peau, qui sont impliquées dans la maladie de la dermatite herpétiforme, c'est ce qu'on appelle les transglutaminases 3. Et en fait, on trouve dans le cervelet celle qui porte le numéro 6, donc les transglutaminases 6. Et celle-là, en fait, si vous allez voir un médecin qui n'est pas formé à ce genre d'approche, il va très rarement penser à la faire. Donc, c'est une des principales à laquelle on pense quand on rencontre un tel type de profil. Donc, si vous voulez, ce sont les anticorps qui sont dirigés dans ces dernières, elles sont dirigées dans ces dernières, mais elles sont recherchées dans le diagnostic de l'ataxie liée au gluten. Donc, si vous voulez, ils vont rechercher les anti-ghiladines ou giladines et les anti-transglutaminases. Et surtout, en ce qui nous concerne, nous, aujourd'hui, avec l'ataxie au gluten, c'est les anti-glutaminases 6. Donc, le mécanisme moléculaire de l'ataxie liée au gluten, en fait, si vous voulez, c'est la physiopathologie de l'ataxie qui est liée au gluten. Elle est encore très peu connue, mais on a déjà du mal à bien comprendre déjà ce que c'est que la maladie moléculaire dans le cas de la maladie cœliaque. Mais aujourd'hui, en fait, voilà, c'est pour ça qu'on a Julie Baudouin avec nous. Elle va nous expliquer un petit peu le parcours du combattant qui a été le sien, comment, avec sa fille qu'elle va nous présenter lors de cet exposé, elle a été voir des médecins, comment elle a eu des difficultés à obtenir dès le départ le bon diagnostic, la bonne approche, etc. Et
durant un périple qui m'a vraiment, enfin moi, ça m'a vraiment touché. Et j'ai trouvé ça d'une richesse vraiment exceptionnelle parce que je pense que le témoignage de Julie aujourd'hui va aider énormément de personnes. Et sans plus tarder, ben, je vais vous passer la parole et je vais vous laisser vous présenter d'une part et dans un deuxième temps de nous présenter un petit peu ce qui vous est arrivé. Désolé si j'étais un petit peu long pour l'introduction, mais je pense que tous les deux, là, on est familiers par rapport à cette maladie maintenant, parce que ça fait un petit moment qu'on en parle et que enfin, vous y baignez malgré vous par rapport à la situation de votre fille. Et moi, du fait de ma fonction et de mon métier et surtout de l'école, je suis obligé de faire des recherches là-dessus et je vous suis vraiment très reconnaissant de nous faire ce témoignage. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Julie Baudouin. Je suis maman de 3 enfants, dont une, ma deuxième, Kélina, qui, du jour au lendemain, s'est mis à avoir une problématique. On ne savait pas qu'est-ce qui arrivait. Elle s'est mise à trembler, à avoir les yeux qui faisaient du nystagmus, donc c'est un mouvement oculaire très rapide. À part trembler, ça, elle avait un mouvement d'oscillation au niveau du corps et était plus capable de faire plus de 10 pas. Et ça, c'est en moins d'une semaine que c'est arrivé. Le mouvement des yeux très rapide, là, que Oui. vous disiez dès le début, je vous coupe dès le départ, est-ce que quand vous avez été voir le spécialiste, il vous a fait le test, là, justement, pour essayer de voir un petit peu Oui, ils ont fait des tests au niveau des yeux. J'ai même été en ophtalmologie. Ils n'ont absolument rien trouvé. Donc, ils ne savaient pas du tout d'où ça venait. D'accord. Ils disaient que l'ataxie pouvait causer ça. Donc, dès le départ, ils avaient une idée sur l'ataxie. Ben, la première place qu'on a été, donc, ils nous ont référé tout de suite à un pédiatre. Le pédiatre nous a dit qu'il y avait une ataxie, à laquelle elle posait celle de Novo. Donc, ensuite, j'étais à Sainte-Justine. C'est une très grosse hôpital, très, très renommé ici au Québec. Et le neurologue, par la suite, m'a diagnostiqué une autre ataxie. Mais il ne savait pas encore laquelle. Il m'avait dit d'attendre. Donc, c'est laquelle, celle pour laquelle ils vous ont demandé si vous et votre mari étiez de la même famille, parce qu'ils cherchaient un petit peu à en savoir. C'est vrai, c'est intéressant. C'est vraiment très intéressant à dire parce que c'est vrai que voilà, moi, ça m'a surpris de voir cette question. Mais après, oui, ça me fait rire parce que la première pédiatre qu'on a été voir, dans le fond, elle nous a demandé voir si moi et mon mari, on était frères et sœurs ou cousins-cousines. Parce qu'il y a une maladie dans Charlevoix ici, je ne veux pas dire la mauvaise ataxie parce qu'il en existe plusieurs, que c'est dû, dans le fond, à un problème génétique de co-sanguinité. Ça peut, mais oui, bon, comme vous le savez, enfin, très souvent, les médecins, c'est vrai, hein, enfin, on leur jette pas la pierre, hein, c'est malgré eux, mais très souvent, en fait, quand ils n'ont pas la solution à un problème, ils vont vous dire c'est génétique. Alors que nous, de notre côté, en approche fonctionnelle, dans la médecine fonctionnelle, que ce soit chez nous ou chez le merveilleux chiropraticien qui vous a aidé, on va y venir. Mais si vous voulez, nous, on sait que la maladie, le symptôme, il est à l'extérieur. Ce qui va nous intéresser, en fait, si vous voulez, nous, c'est l'interaction entre l'exposome, ce que vous avez appelé aussi à juste titre l'épigénétique dans votre exposé, donc l'exposome et son interaction avec le génome et l'épigénome. Donc le génome, c'est votre patrimoine génétique et l'épigénome, c'est le liquide endogène chimique dans lequel baigne votre génétique. Donc, si vous voulez, c'est tout ce qui est génétique, donc tout ce qui est chimique, donc l'exposome qui vient de l'extérieur, tout ce qui est l'épigénétique, tout ce qui est complexe, et qui va venir interagir avec ça, et qui va devenir justement, en fait, ce qu'on dit, c'est que, je vous ai perdu, on dit que la génétique, en fait, c'est pas une fatalité, mais que ce qui va venir appuyer sur le flingue, disons, la génétique, ce qui va venir appuyer sur la gâchette, c'est vraiment l'exposome. Je crois que je vous ai perdu, Julie. Oui, je sais, c'est en train de couper présentement chez moi. Ça coupe trop, je ne vous entends pas, juste un instant, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là. Je vous laisse développer, moi je vous entends de toute façon, donc vous pouvez continuer. Allez-y. Ça coupe trop, j'ai pas entendu votre question. Je vous dis continuez à parler, faites votre exposé, nous on vous entend très bien. J'ai compris qu'il y a un petit bout de mot là. Je vais essayer.
Ça coupe tellement, c'est fou. Allez-y, continuez. OK. Donc, c'est ça. Ensuite, lorsque j'ai été dans le fond voir le spécialiste en neurologie à Sainte-Justine, il m'avait dit que c'était un ataxie cérébelleuse aiguë. Donc, cérébelleuse aiguë qui était à dire que c'est supposé d'arriver quasiment aussi vite que c'est parti. Il m'a dit d'attendre quelques semaines et que ça devrait partir par soi-même. Mais malheureusement, c'est pas ce qui est arrivé. Après plusieurs semaines, j'ai repris rendez-vous avec lui pour savoir qu'est-ce qu'en était parce que Kélina n'allait pas bien. Il y a des journées que ça allait bien. Et ensuite, il n'y a plus rien qui se passait. Là. Elle n'était plus capable de marcher, elle n'était plus capable de s'asseoir. Et là, on a repris rendez-vous. Il nous a passé des scans, une résonance magnétique et ensuite une batterie sanguine. Puis, ils n'ont absolument rien trouvé. Donc, c'était ensuite chez l'ophtalmo, l'audiologiste. On a tout fait les étages de Sainte-Justine sans rien trouver. Et donc, c'est ça. Par la suite, j'ai réussi à avoir un petit papier miraculeux, le numéro du chiro, qui a réussi à me dire qu'est-ce qu'il y en est avec ma fille. Juste 8 secondes, ça... Je vais juste baisser ça un petit peu. Okay, excusez-moi. Donc, c'est avec ce chiropraticien-là qui a réussi à nous diagnostiquer qu'est-ce que Kélina avait. Lui, c'est un chiro spécialisé en neurologie. Dans le fond, c'est basé sur la neuroplasticité, la neurologie fonctionnelle. Donc, c'est la capacité du cerveau à se changer. Et c'est ce que lui a fait une anamnèse complète et il a réussi à savoir qu'après quelques minutes, en bas d'une demi-heure dans son bureau, il m'a dit que l'ataxie que Kélina avait était due au gluten. D'accord. Donc là, c'est à ce moment-là que vous avez compris que c'est lié au gluten. Exact. D'accord, magnifique. Donc lui, il l'a vu comment? Est-ce qu'il vous a posé une question particulière? Est-ce qu'il vous a fait faire un questionnaire? Comment ça s'est passé? Ce que je peux savoir, c'est dans le fond, avec le questionnaire complet que j'avais rempli à la maison, il a dû déchiffrer le tout et voir qu'elle avait des hauts et des bas. Donc, vous avez un exemple de question qui vous était posée, qui était pertinente? Est-ce qu'il y avait des questionnaires sur l'état gastrique? Est-ce qu'il y avait des questionnaires sur l'alimentation de votre fille? Est-ce qu'il y avait des questionnaires par rapport à vos analyses sanguines, par rapport à ce qu'on a décrit un petit peu dans l'introduction de cette vidéo? Mais dans le fond, qu'est-ce qu'il m'avait demandé, c'est de tout lui envoyer. Donc, j'ai envoyé toutes les prises sanguines. Tout le dossier. Oui, exactement. Toutes les prises sanguines, tous les spécialistes qu'on a vus, avec les résultats qu'on a vus. Ensuite, il m'a posé des questions sur la famille en général, sur notre génétique. Les antécédents. Mais il a raison, parce qu'en fait, voilà, on cherche les sensibilités, quoi. Donc, c'est comme ça qu'il a réussi à faire son approche. Oui, puis là, en plus, rendu à son bureau, il m'avait demandé aussi si ça l'arrivait souvent, puis à force de parler, il a deviné que c'est souvent aux fêtes que ça l'arrivait. Donc, à sa fête, ça allait un petit peu bien, mais elle a mangé des gâteaux, on a mangé ci, on a mangé ça, alors le lendemain, ça n'allait pas du tout. À l'Halloween, ça n'allait pas du tout non plus. Donc, il y avait beaucoup de pics. Et dans le fond, je ne sais pas si c'est ça qui lui a donné la puce à l'oreille, mais c'est un amalgame de tout ça qui a réussi à nous dire. Puis, il avait raison, j'avais pris tout de suite la prise de sang parce que le système québécois, c'est très long. Ouais, non, mais c'est comme nous, ça devient très difficile. Hein. Moi, là, exactement. Si vous voulez, pour un rendez-vous au dentiste, là, ça fait 2 mois que j'attends. Et voilà. Ça a pris, je crois. La question qui va m'intéresser, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport aux transglutaminase 6. Je sais que les médecins en général, les spécialistes, quand vous allez le voir pour un problème de maladie cœliaque, ils font les antigliadines ou giladines, voilà, et les transglutaminase 2. Mais rarement, ils pensent à faire la 6. Est-ce que on vous a proposé ce genre de test ou pas? J'ai été quand même chanceuse parce qu'ils n'ont pas juste regardé les antitransglutaminases, ils ont regardé aussi les antigliadines. Et c'est les antigliadines qui sont sorties positives. Exactement. En fait, on se base sur plusieurs choses. Vous voyez, si vous allez voir un médecin, lui, il fait que ces 2 analyses. Mais oui. Nous, en fait, c'est beaucoup plus large.
Mais même au-delà même des tests, je veux dire, vous parliez d'intuition par rapport à ce chiropraticien. Ce qui nous importe, c'est ce feeling qu'on a avec vous, c'est le questionnaire qu'on fait, et puis il y a certains indices qui viennent taper à la porte. Et surtout la réaction de votre fille, quoi. Je veux dire, du jour au lendemain, enfin, elle allait bien, parce que ça, on l'a pas dit au début, elle allait bien, puis d'un Oui, c'est coup, vrai. voilà. Et en plus, c'est pas tous les jours. À un moment donné, c'est par des poussées, c'est par des, voilà. Et ça, c'est carrément important à souligner. Un autre truc qu'ils font aussi, c'est au niveau du cervelet. Ils vont faire une analyse, mais c'est pas dans tous les cas. Des fois, on trouve un cervelet atrophié ou modifié, mais c'est pas dans tous les cas qu'on le trouve. Et c'est pour ça que c'est super important de faire toutes ces analyses et tous ces tests. Et un autre point, c'est que vous aviez parlé aussi dans votre mémoire du fait qu'on veut faire des analyses par rapport à la maladie. On oublie un truc, c'est que des fois, on a besoin d'avoir la maladie, on peut avoir juste des sensibilités au gluten. C'est suffisant pour déclencher ce genre d'information. L'axe intestinocérébral, je vous entends plus, Julie. Oui, j'essaie d'écouter ce que vous dites et j'entends un mot sur deux. J'entends bien, mais c'est vrai que ouais, je vous entendais plus. Je vous laisse continuer. Oui, donc, suite à la prise de sang que j'ai été faire chez mon médecin de famille, j'ai tout de suite, ben, dans le fond, c'est pas tout de suite, ça a pris un mois avant d'avoir le résultat. Quand on a réussi à avoir le résultat par la suite, ben là, l'arrêt du gluten a été fait. Et ça avait pris environ 2 semaines avant qu'on arrête de l'avoir tremblé. Donc, le premier signe qui a arrêté, c'est le tremblement. Après quelques jours supplémentaires, à quelques semaines, le nystagmus a commencé à disparaître. Et après les mois qui ont suivi, l'oscillation de son corps et sa démarche commençaient à beaucoup s'améliorer. D'accord. Nous, on dit qu'il faut entre 6 et 12 mois pour avoir des résultats. Il a fallu 2 semaines déjà pour avoir des résultats, mais après combien de temps il a fallu? Je n'ai pas tout à fait compris votre question. Mais oui, elle, ça a pris environ 2 semaines pour voir le résultat. Oui, ben, peut-être parce qu'elle était jeune et que ça faisait juste 1 an et demi, dans le fond, qu'elle avait l'ataxie au gluten. C'est sûr et certain qu'une personne de 70 ans ne répondra pas aussi vite à l'arrêt du gluten que Kélina, qui avait, dans le fond, quand c'est arrivé 2 ans, et quand on a fait l'arrêt du gluten, elle avait 3 ans et demi. Ouais. Donc, c'est sûr et certain que, d'après moi, ça va avec, si on peut dire, la rapidité, malgré que ça a été très long au diagnostic. D'accord. Ah, voilà. Vous m'entendez? Un peu. Ouais. Je vous laisse continuer, c'est passionnant. Là, on va continuer par rapport à l'évolution. Donc, une fois que vous avez coupé le gluten, ensuite, l'évolution ne s'est pas faite d'un coup. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer le parcours qu'a vécu votre fille et combien de temps il a fallu pour vraiment ramener à quelque chose de vraiment correct? Dans le fond, oui, c'est ça. Donc, ça a pris 1 an et demi avant d'avoir le diagnostic. En ayant le diagnostic en 2 semaines, comme que je vous ai dit, je dirais à peu près un 6 mois. Un 6 mois avant que sa démarche commence à être moins dangereuse, on va dire comme ça, et que j'ai la conscience de laisser la barrière des escaliers ouverte. Parce que sinon, avant, on ne savait jamais que ça pouvait arriver une chute. Par la suite, suite à ça, on a commencé à faire de l'orthophonie, dans le fond, parce que au niveau de son langage, ça l'avait stagné. Donc, il n'y avait eu aucune amélioration depuis le début de l'ataxie. Pourtant, c'est une petite fille avant qui parlait bien, là, qui marchait comme les autres, qui parlait comme un enfant normal. Et là, à partir de ce moment-là, quand l'ataxie est arrivée, il n'y a plus rien qui s'est passé. Donc, l'amélioration au niveau du langage, elle avait le langage d'un enfant de 2 ans et on était rendu à presque 4 ans. Wow. Donc, oui. Donc, on a été faire, dans le fond, de l'orthophonie pendant au moins une bonne année. Il y a eu une amélioration. Elle se faisait un petit peu plus comprendre par, dans le fond, les inconnus. Parce qu'avec moi, j'étais comme la seule à la comprendre dans son jargon. Par la suite, cet orthophoniste-là nous a donné une référence pour pouvoir aller, ça s'appelle le bouclier ici. Donc, c'est un endroit spécialisé pour la réadaptation.
On a fait de l'ergothérapie, de la physiothérapie, de l'orthophonie. Puis ensuite, on a été suivi un petit bout en psychologie. Et vous avez eu de l'amélioration là à ce moment-là, à partir de ce Oui, moment-là? oui, Ouais. parce que Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a oui, parce changé à ce moment-là? en arrêtant le gluten et par la suite les produits laitiers, parce que j'ai aussi arrêté les produits laitiers. Ouais, j'allais y venir, mais on me dévoile. Donc, lorsque j'ai arrêté le gluten, on a vu une grosse amélioration, c'est sûr et certain. Là, mon enfant qui était handicapé était rendu juste avec un restreint, je ne sais pas comment dire, mais était plus aussi handicapé qu'avant parce que je ne pouvais pas la laisser seule. Avec son ataxie, quand elle était dans ses pics, n'était pas fonctionnelle, elle n'est pas du tout fonctionnelle. Tu pourrais mettre le lien de vidéo si tu veux par la suite. Mais tu la voyais très bien que je ne pouvais pas la laisser seule. Et lorsqu'on a arrêté le gluten, je pouvais la laisser un petit peu dans la cour, jouer seule, sans avoir de supervision, sans être 2 mètres à côté d'elle ou que des fois qu'il arrive quelque chose. Mais du moment que vous êtes rentré dans ce centre-là, que vous avez commencé à être aidé par ce centre, est-ce qu'il y a eu une nette amélioration par rapport à sa diction, par rapport à son élocution, par rapport à tout ça? Le problème de langage, c'était quelque chose qui a été très, très long à s'améliorer. Je dirais même maintenant, là, on dit 10 ans plus tard, là, qu'il est rendu à 12 ans, puis elle reste encore avec un petit problème de langage. Par exemple? Les ch, le CH, oui, les CH, les G, les J. Comment on les prononce? Ah, c'est des S, les G, c'est des J. Les inversions, d'accord. Ouais. Et sinon, à part ça, est-ce que vous pensez que Kélia, c'est ça, hein? Kélina, pardon. Est-ce que vous pensez que Kélina, aujourd'hui, vous diriez que si on vous avait diagnostiqué dès le départ le problème, si dès le départ on avait réussi à arrêter la progression en coupant directement le gluten, en étant conscient que c'était ça, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on serait au même point? C'est dur à dire. D'après moi, ça l'aurait moins agi. C'est sûr qu'elle est TDA, donc elle a un trouble de l'attention, elle a de l'anxiété et une gêne envers les adultes. Ça s'est amélioré, non, d'après ce que je lisais dans vos écrits? Exactement, oui, récemment. Depuis janvier environ, ça s'est beaucoup amélioré. Alors, qu'est-ce qui a changé là, à ce moment-là? Ça, c'est grâce à Dr. Freud. Il est excellent. Oui, exactement. J'ai été le revoir. C'est ça, on va revenir vite en ergothérapie. Quand j'ai fait l'ergothérapie, la physiothérapie, ça s'est beaucoup amélioré. Dans le fond, elle réussit avec ces programmes-là au bouclier à pouvoir écrire, à tenir un crayon, à être beaucoup moins... C'était pas le cas avant? Elle n'arrivait pas à tenir un stylo? Elle le tenait comme ça. Elle n'était pas capable de le tenir bien. Quel âge elle avait à ce moment-là? Au début du bouclier, elle avait 4 ans. Oui. Wow. Donc, on a suivi pendant 2 ans cette étape-là. Donc, pendant 2 ans, elle a été suivie aussi au niveau de la coordination de son corps parce qu'elle n'en avait aucun. Donc, elle n'était pas capable d'attraper une balle, elle n'était pas capable d'attraper un ballon. On a tout renforcé ça. Son équilibre, donc sa démarche est encore plus solidifiée. Ça a été 1-2 ans à voir au niveau de l'amélioration, dans le fond, des problèmes subséquents qu'il y a eu à cause de l'ataxie. Mais oui, quand j'ai été revoir Freud au mois dans le fond, janvier dernier, j'avais été le voir justement parce que... C'est le chiropraticien. Pardon? C'est le chiropraticien Freud. Oui, c'est un chiropraticien, c'est ça, qui est lui qui était spécialisé en neurologie. Donc, il est situé à Montréal. Et dans le fond, je l'ai rappelé parce que Kéna était restée avec un problème, dans le fond, d'attention, d'anxiété et de timidité. Et j'ai demandé voir s'il pouvait m'aider pour ça, parce que lorsqu'il avait closé, dans le fond, on avait arrêté de se voir en 2015 parce que Kéna, on avait dit que l'épigénétique avait été renversée, là, dans le fond, que l'ataxie avait été dormante. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'avais arrêté de le voir. Parce que, dans le fond, il m'avait dit, pour l'instant, je ne peux plus rien faire avec toi. L'ataxie est dormante. Donc, pour l'instant, il n'y a plus rien à faire de mon côté.
par la suite, c'est ça, quand j'ai recommuniqué avec lui en 2021, au début de janvier de cette année, c'est ça, il m'a dit que oui, il pouvait l'aider pour ça. Donc, on a fait des exercices au niveau, dans le fond, de la neuroplasticité là, pour réussir à lui redonner confiance, de l'assurance et de l'aider au niveau de son attention. Et ça commence à bien fonctionner, là, vraiment. Là, je vois une amélioration au niveau de la timidité avec les adultes. Tu es capable d'aller voir les adultes. Comme que je dis dans le mémoire, d'après moi, c'est dû à le nombre de spécialistes qu'elle a vus lorsqu'elle était jeune. Et par la suite, je vous dirais que l'anxiété puis son niveau d'attention s'est beaucoup amélioré. L'anxiété, j'en ai pas vu cette année lorsqu'elle était à l'école. En mois de septembre, là, cette année, lorsqu'elle rentrait à l'école, c'est la première année que je la voyais partir à l'école avec une assurance, un regard franc et donc, c'est ça, aucune anxiété, tu revenais avec le sourire comme j'ai jamais vu, là. Excellent. Phénoménal quand même. Hein. Phénoménal. Oui. Je veux dire, l'impact, on voit bien en fait voilà, l'impact que ça a de traiter le fond et de vraiment avoir une approche globale, holistique, parce que là, on n'a pas juste l'alimentation, parce que là, vous le mentionniez, mais vous avez coupé le gluten, après vous avez coupé le lait, et je suis persuadé qu'il y a aussi peut-être, moi, ce que je fais faire avec les gens que je suis, par exemple, les clients que j'ai, c'est que je les fais repartir à la base, moi je les mets presque à un carnivore, voire même un cétogène, ou alors un paléo, enfin suivant les cas, après j'adapte en fonction des sensibilités, mais après je leur fournis un carnet et je les laisse noter au fur et à mesure quand ils réintroduisent un aliment, voir un petit peu les réactions qu'ils ont eues. Et je pense que ça, c'est vraiment important parce que nous, en tant que praticiens, on va vous exposer un tas de choses, mais je pense que d'avoir cet échange, parce que c'est essentiellement participatif, la médecine fonctionnelle, et d'avoir vraiment cet échange et que la personne soit aussi impliquée dans la prise en charge et qu'elle voit son évolution et qu'elle note les réactions, je trouve que c'est un super truc à faire. Oui, mais c'est sûr et certain qu'en arrêtant le gluten, ça a été wow, mais c'était pas juste ça. C'est sûr et certain qu'en arrêtant les produits laitiers, c'est là qu'on a vu que, dans le fond, son système immunitaire s'était beaucoup renforcé. Donc, en Ouais. enlevant ça, par la suite, j'ai cherché à droite et à gauche et j'ai arrêté le sucre. Ouais. Oui, le colorant, le maïs, le soya. Puis c'est tout récemment là, qu'on commence à dans le fond, lui permettre d'en prendre un petit peu plus. Là. D'accord. Les genres de régimes que je viens de citer, vous en avez entendu parler, ça vous a effleuré l'esprit? Bien, honnêtement, c'était pas quelque chose que j'avais beaucoup entendu parler, mais c'est comme vraiment en lisant à droite et à gauche que j'ai remarqué que certains aliments étaient vraiment nocifs, dans le fond, pour le corps. Ouais. Non, effectivement, j'aurais pu essayer le paléo ou j'aurais pu Ben, sur le essayer. blog de l'école, j'en parle en long, en Mais je large et ne en connaissais travers. pas. Bon, donc vous suivez l'école, mais vous suivez pas le blog en fait. Oui, non, oui, bien sûr, mais ça fait pas. Je pense pas que le blog date de 10 ans. De 2017, je le tiens. Ah oui, OK. Parce Ouais, que c'est ça. En fait, dès que j'ai repris l'école, là, plus ou moins dès que j'ai repris l'école, pratiquement immédiatement, parce que moi, bon, j'ai été formé un petit peu aussi à Guelph, à Toronto, j'ai aussi fait, voilà, j'ai un petit peu vadrouillé, et puis bon, je suis vraiment formé en médecine clinique. Et quand j'ai pris des cours de naturopathie avec Marie-Claire, j'ai très bien vu que le côté hygiéniste de la naturopathie posait problème. Donc à ce moment-là, enfin moi j'étais déjà sur l'axe de la médecine fonctionnelle et très tôt je me suis différencié par exemple des naturopathes classiques qui vont vous parler du crudivorisme, qui vont vous parler de boire des jus verts toute la journée, etc. Enfin moi je parle en termes de micronutriments et nous d'ailleurs on l'a bien vu hein, parce que par rapport aux troubles qu'avait votre fille, on s'est rendu compte qu'il y avait des carences dans certains micronutriments. Oui. Donc je vous laisse, ben, tiens, c'est un truc pas mal à développer ça, parce que je pense que les gens ne sont pas au courant. Vous parlez au niveau des prises de sang qu'elle a pris au départ. Voilà, oui, et de voir un petit peu les lacunes qu'il y avait au niveau des micronutriments. Oui, ben dans Qu'est-ce le qui fond, manquait? c'est sûr que je suis pas une spécialiste à l'intérieur, donc j'ai vraiment comme démystifié les premiers prises de sang qu'elle avait. Donc, j'ai gardé une petite feuille au cas des fois. Mais oui, c'est ça, exactement. Elle avait des problèmes au niveau de son hypoalbumine, mais ça, vous m'en avez parlé justement que c'était un problème au niveau de l'assimilation, au niveau des intestins.
Donc, dans ce temps-là, je ne connaissais absolument rien. C'est récemment, lorsque j'ai commencé à écrire le mémoire, que j'ai tout ressorti, que j'ai vu ça, et que probablement, malheureusement, qu'on aurait pu le diagnostiquer beaucoup, beaucoup plus vite si, dans le fond, voyons, pas la prise de sang, mais dans le fond, les résultats de la prise de sang auraient été plus approfondis. Ouais. La porosité intestinale, vraiment, elle est, comment dire, elle est au centre de tout dans les maladies auto-immunes. Et vraiment, je veux dire, quand on fait des prises en charge, la première des choses qu'on sait faire, c'est toujours vraiment d'établir ces intestins, de nettoyer. J'arrête pas de le répéter, je le dis vraiment, mais vraiment en médecine fonctionnelle, s'il y a vraiment quelque chose de bien qu'on fait, c'est à ce niveau-là, quoi. Vraiment venir régler ça. Et venir adresser justement le problème de micro-nutritionnel. Et comme je vous disais, donc justement, par rapport à ma père, qui a été principalement axée sur la naturopathie, je vais dire, entre guillemets, hygiéniste, qui, bon, voilà, sur certaines choses que j'ai pas voulu accepter. Et c'est comme ça qu'en fait, que j'ai réaxé, j'ai tout réaxé de fait vous. Je sais que vous avez connu l'école à l'époque où Marie-Claire tenait à loisir, où elle était directrice et elle possédait l'école. Et puis moi, en fait, je suis en 2017, et c'est à ce moment-là que l'école a changé d'orientation. Donc, depuis 2017, si vous voulez, je tiens ce blog, et dans ce blog, il y a énormément d'articles, notamment par maladie auto-immune, par rapport à l'axe intestino-cérébral, à l'axe, enfin, je veux dire, je parle énormément aussi des régimes paléo, des régimes carnivores, et je pense que ce serait un truc intéressant par rapport à votre fille d'approfondir un petit peu de ce côté et voir si on ne peut pas adopter un type de régime comme celui que je viens de décrire. Mais c'est un peu ce régime-là, dans le fond, à base qu'on a, parce que lorsque j'ai enlevé le gluten, j'ai tout enlevé de chez moi et j'ai commencé dans le fond, à recommencer de la base. Donc, c'est vraiment fruits, légumes. Dans le fond, oui, on a la viande. À un moment donné, j'avais essayé d'enlever la viande, mais ça n'a pas duré très longtemps. Mais non, on mange un peu de tout, mais de très, très, très de base. Donc, la transformation, c'est moi qui ai fait. Donc, c'est très rare qu'on mange quelque chose de l'épicerie. Quelque part, c'est une bénédiction et du coup, vous mangez tous sain. Exact. On mange quand même bien. Pas sain, parce qu'on a quand même une crème, mais... D'ailleurs, est-ce que vous avez noté une différence par rapport à votre santé en ayant changé de régime? Parce que je sais que maintenant, vous avez tous essayé de mettre de côté le gluten. Est-ce qu'il y a eu des améliorations dans votre famille? Que ce soit pour vous, pour votre conjoint ou pour votre fils, il me semble? Oui, bien, quand on a su que Kéna, dans le fond, était allergique, intolérante au gluten ou à l'ataxie au gluten, on a tout vérifié, dans le fond. On a été se prendre une prise de sang pour le savoir pour toute la famille. Le seul qui est sorti positif, c'est mon conjoint. Il n'a jamais compris pourquoi, dans cette époque-là, jusqu'à temps qu'on l'enlève pour lui. Dans le fond, lui, ça a fait une grosse différence. Il y avait eu des problèmes musculo-squelettiques, donc il y avait eu des problèmes aussi d'arthrite. Il commençait, puis pourtant, il était quand même relativement jeune. Il était dans la trentaine. Hein. Donc, ça n'a pas pris de temps, lui non plus, avant de voir la différence. Il avait toujours mal aux mains en arrivant de travailler. Il avait toujours un peu mal au dos, plus fatigué aussi. Les yeux aussi parlent beaucoup, je trouve, au niveau du gluten. Oui. Je trouve qu'un regard de quelqu'un qui est intolérant au gluten, on dirait que ça paraît. Les yeux sont pas pareils, les yeux sont plus renfoncés. Des fois, il y a un petit côté luisant. En tout cas, c'est des carences, hein, vous savez, ça provoque des carences. C'est ça qu'il faut souligner avec deux traits, quoi. Et je veux dire, là, vous parlez de ces problèmes articulaires et tout. Enfin, ce qu'il faut comprendre dans la maladie auto-immune, c'est que bien souvent, on a une porosité au niveau intestinal. Si vous voulez, vous avez des jonctions serrées qui sont dans vos intestins. Et ce que vient faire le gluten, c'est créer une inflammation. Cette inflammation, elle va créer une hyperperméabilité. Cette hyperperméabilité va permettre justement à toutes ces peptides, à tous ces virus, toutes ces bactéries d'aller directement dans le système circulatoire sans passer par le foie, sans être filtré ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est ça qui va déclencher l'auto-immunité. Et nous, dans le cas qui nous concerne, c'est la guiladine qui va venir aller dans le cervelet et en s'accrochant là-bas, en fait, si vous voulez, votre immunité va détecter le cervelet comme étant un ennemi et elle se met à l'attaquer. Et c'est exactement ce qui se passe. Exact.
Oui. Et donc là, on se retrouve avec tous ces troubles et tout ça. Mais la dinguerie, c'est que il n'y a pas assez de médecins formés à ça, quoi. Je veux dire, vous allez voir, moi, j'ai été complètement halluciné par rapport à votre parcours et on a envie de prendre, enfin, quand on vous lit, on a envie de prendre le médecin, de le secouer, de lui dire, mais vas-y, quoi, vas-y, mais dis-lui. Et c'est très drôle parce que par la suite, mon médecin de famille a donné mon numéro de téléphone à une patiente, à une de ses patientes pour qu'elle se renseigne au niveau de la taxi. Donc, un jour, j'ai eu un appel d'une femme, puis que c'était mon médecin qui l'avait référé. J'ai trouvé ça, en tout cas, Bah, absurde. c'est énorme, c'est énorme. Et moi, je trouve que ça aide, hein. Et c'est, comment dire, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, là, cette vidéo, je suis persuadé que ça va aider énormément de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont sensibles, parce qu'au-delà de la maladie cœliaque, juste les sensibilités au cœliaque, au gluten, les Oui. sensibilités au gluten, mais je veux dire, c'est très répandu. Et les gens ne se rendent pas compte. Ne Non, se rendent pas exactement. compte. Parce que juste comme mon conjoint ou même moi, dans le fond, suite à l'accouchement de mon garçon, dans le fond, j'ai eu 3 enfants, dans le fond, relativement très rapprochés. J'ai eu 3 enfants à 31 mois. Donc, mon garçon, quand j'ai accouché de lui, il y avait 6 mois que c'est arrivé avec Yelena. Et j'ai commencé à avoir, dans le fond, des étourdissements, des vertiges, une fois de temps en temps, mais je ne sais pas pourquoi. Mais en arrêtant le gluten, ça aussi, c'est disparu. Ma grande fille qui avait des sauts d'humeur, elle était pas, dans le fond, elle n'était pas ado, là. Elle était encore très jeune. Donc, elle avait des pics d'émotions, ça aussi, des crises de maux de ventre aussi. Ça a été arrêté. Mais elle était négative, j'étais négative. Mon garçon était négatif et je suis quasiment persuadée qu'on a empêché d'avoir un petit garçon TDAH dans la maison parce que quand il mange du gluten, ça y arrive une fois de temps en temps et il revient avec une hyperactivité. Ouais. Parce que vous êtes négatif au cœliaque, mais vous êtes certainement sensible au gluten. Il y a Probablement. une sensibilité, c'est clair. Je veux dire, là, de voir l'amélioration, et puis même si vous n'étiez pas sensible, ce qu'il faut comprendre avec le gluten qu'on a aujourd'hui, que l'on consomme, c'est que c'est pas le gluten de nos arrière-grands-parents, hein. C'est des Frankenstein. Oui. C'est des trucs qu'on peut prendre mais à l'infini. Et on est au niveau enzymatique, si vous voulez, on n'est pas équipé, vraiment pas équipé pour prendre en charge de tels aliments sortis de films d'horreur, quoi. Donc oui, c'est un super truc à arrêter. Et juste pour souligner par rapport au lait, si vraiment vous voulez pas vous priver du lait, il faut savoir qu'il y a deux types de lait. Je le dis constamment ici dans mes vidéos. Vous avez le lait de type A1 et le lait de type A2. En fait, celui qui va poser un problème, c'est le type A1. Je sais que vous, au Canada, vous avez énormément de producteurs de lait type A2. Donc, il faudra aller chercher ça. Je ne sais pas si vous m'entendez, vous avez dit ça, oui. Non, ça coupe. J'essaie de Moi, déchiffrer. Je vous laisse continuer comme ça le temps que vous reveniez. Ça vous évitera. Donc, dans le fond, c'est ça. Donc, on a vu un beau changement sur, dans le fond, nos 5 de la même famille. Par la suite, c'est ça, les produits laitiers ont été arrêtés. On a vu une belle amélioration, c'est ça, au niveau, dans le fond, du système immunitaire pour toute la famille. Là, comme que vous m'avez parlé aussi des produits laitiers nourris au grain, qui seraient comme beaucoup préférables, évidemment, à ce qu'on retrouve avec Non, nourrir à l'herbe, à l'herbe. À l'herbe, excuse-moi, qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit nourrir au grain, surtout pas. Non, nourrir à l'herbe, excusez-moi, je suis trompée. Voilà, le type A2, le type A2, le lait de type A2. Voilà, c'est ça qu'il vous faut. Le lait de type A1, c'est celui qui a posé problème. Je vous donne l'exemple. Le lait de chèvre est un type A2. Vous avez certaines vaches, mais chez vous, au Canada, c'est vraiment connu, c'est répandu. Vous tapez ça sur l'Internet, vous avez tous les producteurs autour de chez vous, et c'est vraiment très facile à obtenir. Et je veux dire, le lait, si nature, on peut le réintroduire, on essaie avec le lait de type A2 et on voit la réaction chez votre fille. Je sais que vous êtes un petit peu tendu pour essayer des choses, mais bon, c'est vrai que c'est dommage de se priver d'un si bon produit si on n'arrive pas à trouver des produits de qualité. Ben, c'est sûr et certain, comme j'avais indiqué aussi, dans le fond, dans mon mémoire, comme quoi que j'avais remarqué que les produits laitiers de basse qualité, c'est-à-dire ceux qu'on retrouve en tranches ou ceux qu'on retrouve dans les chips,
ça avait des effets très néfastes sur ma fille. Bien, pas très néfastes, mais dès le lendemain, je le voyais dans ses yeux qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Là. Elle avait un petit peu de difficulté, dans le fond, avec son attention et gastro-intestinale aussi. Mais par la suite, si mettons, je Quel type gastro-intestinal, quel type de trouble elle avait gastro-intestinal, des diarrhées, des constipations, des RGO, qu'est-ce que c'est? J'irais avec non. Ben, moi, j'irais avec la constipation. C'était plus, le transit était comme plus lent. Mais il y avait d'autres affaires aussi qui l'augmentaient, là, tout ce qui contenait des noix de coco. Et dans le fond, les raisins. Je pense que c'est ça. Mais peut-être que si j'utiliserais, comme que vous dites, dans le fond, c'est du gras de coco qui pourrait être bénéfique pour elle. Oui, c'est l'huile de noix de coco. C'est démontré dans les études et tout. Elle est vraiment bénéfique déjà, d'une part parce que c'est des acides gras saturés. Contrairement à ce que disent tous les médecins, on a besoin d'huile gras saturée. Il faut le remettre dans les régimes. Et justement, l'huile de coco est très riche en ça. Mais surtout, il y a d'autres propriétés. Et au niveau antibactérial et antifongique, au niveau des intestins, c'est vraiment très bénéfique. Pour moi, il faut tester. C'est pour ça que moi, si j'avais à vous conseiller un régime de base pour votre fille, pour repartir à zéro et voir progressivement comment est-ce qu'on pourrait évoluer, ce que je fais avec beaucoup de mes clients, c'est que j'adopte le paléo auto-humain. Ça s'appelle le paléo auto-humain. Et on va supprimer beaucoup de produits qui sont, comment on va dire, en anglais on dit les usual suspects, les aliments qui peuvent vraiment poser problème. On va parler des œufs, on va parler des morels, on va parler. Il y a toute une liste. Vous le trouverez sur l'internet. Si vous le trouvez pas, je vous l'enverrai dans votre espace étudiant et je vous mettrai la liste un petit peu de ce que je fais moi un peu avec les gens. Mais recherchez-le, vous verrez. Et là, ça vous permet de partir sur une base saine et puis après de réintroduire des aliments un à un, semaine après semaine, et de noter dans un carnet les réactions. Quand on a un problème, on l'enlève, on le laisse pas. Immédiatement. Voilà. Et c'est un bon moyen de vraiment tester son terrain, de voir comment on peut réagir aux aliments. Effectivement. Donc, ça pourrait être une voie. Dans le futur, qu'est-ce que vous voyez là? Maintenant, vos perspectives. Comment vous voyez? Mais déjà que je vois, écoute, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a persévéré en 10 ans, c'est fou, là. Ça fait vraiment 10 ans. Ça l'a fait 10 ans en septembre du premier symptôme qui est apparu. Présentement, Kélina s'en va encore sur la bonne voie. Elle a encore des difficultés au niveau, dans le fond, des mathématiques et du français. C'est qu'est-ce qui reste le plus difficile pour elle. Mais elle est capable maintenant de se faire des amis, elle est capable d'aller de l'avant, elle est capable de poser des questions, elle a beaucoup plus d'assurance. Donc, qu'est-ce qui reste à faire? J'irai avec au niveau du langage. C'est qu'est-ce qui reste, dans le fond, à travailler, mais je ne sais pas avec la taxi, voir si c'est quelque chose qui reste, qui va rester là, ça, je ne sais pas. Faut espérer, enfin, avec le travail, tout ça, puis bon, voilà, la providence après. Mais là, je veux dire, de voir où elle était et où elle en est rendue, on se dit déjà, mais j'aurais signé des pieds et des mains, quoi. Ah oui, effectivement. Je m'attendais pas. Lorsqu'elle est rentrée à l'école sur 2 jambes, jamais qu'on aurait pensé, on s'est dit, elle va être en école spécialisée, elle va être en chaise roulante. Vous avez énormément de gens qui sont dans votre cas ou dans un cas, enfin moi je trouve qu'il y a une maladie qui ressemble beaucoup à la taxie, c'est la sclérose en plaques. Oui. Et là, si vous voulez, c'est votre auto-immunité, enfin votre immunité qui se retourne contre votre myéline en fait. Si vous voulez, c'est comme les gaines de vos nerfs quoi. Et elles viennent manger ça, elles viennent attaquer ça, et on se retrouve avec des troubles moteurs. Enfin, une qui a été célèbre par rapport à ça, c'est le Dr Walls. Le Dr Walls, c'est elle qui a créé le protocole du Dr Walls, et justement, elle élimine les mêmes types de produits que ceux dont on vient de parler. Et il y a énormément de gens, si vous voulez, qui ne se rendent pas compte que c'est ça le problème, et donc ils sont toujours aux immunosuppresseurs, ils sont toujours à la cortisone, ils sont toujours. Et moi je dis que quelque part, enfin voilà, c'est vrai que elle a gardé des séquelles pour l'instant, mais j'espère que ça va s'améliorer. Mais quelque part de voir l'évolution qu'elle a eue, moi je suis reconnaissant. Enfin, je veux dire par rapport à ce médecin qui vous a accompagné, ce docteur, enfin
on les appelle docteurs, c'est vrai aux États-Unis avec un point, docteur en chiropraxie. Et je trouve qu'il fait un fantastique travail. Et je pense que vous avez été très fort aussi, dans le sens où vous avez persévéré et vous n'avez jamais abandonné, renoncé au fait de voir qui s'améliorer. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très, 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 très important dans ces maladies chroniques et inflammatoires, de jamais perdre l'espoir et de toujours garder cette lumière, de toujours rechercher à essayer de trouver s'il n'y a pas trop moyen de gérer la maladie que par l'allopathie. Attention, je ne fais pas la guerre à l'allopathie, la médecine allopathique, je vais largement sa place, on ne peut pas prendre leur place, mais qu'ils fassent leur travail et qu'ils s'associent à des gens comme vous qui pratiquent la médecine fonctionnelle pour venir en aide à leurs patients. Vous, ce qui vous intéresse, c'est le bien commun, quoi. Je veux dire, c'est que la personne se sente mieux, c'est que la personne puisse retrouver la santé et une santé durable, sans forcément rester abonné à la pharmacie pour acheter des immunosuppresseurs, pour acheter, etc., etc. Et c'est pas une solution. Je vais mettre des gens sous immunosuppresseurs, c'est presque un crime, quoi, de laisser là-dessus. Et je trouve que ben, le parcours qui a été le vôtre et celui de votre fille, c'est un parcours qui est magnifique. C'est une superbe expérience que je suis content de partager aujourd'hui avec vous. Et j'espère que les gens qui vont regarder cette vidéo vont bénéficier des conseils que vous avez pu donner. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, Julie? Ça coupe encore un petit peu. Mais oui, la seule affaire que je pourrais dire, c'est que dans le fond, il y a 10 ans, quand ma fille elle a eu son diagnostic, j'aurais tellement aimé ça, avoir un médicament pour la soigner. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Ben, c'est pas que j'aimais beaucoup parce que je ne connaissais pas d'autres options. Mais maintenant, écoute, j'en fais plus de médicaments. On est tous formatés. Comment? On est tous formatés à ça. On est tous formatés à ça. On pense tous qu'on va prendre une pilule et que ça va aller mieux. Et malheureusement, en fait, nous, on parle de. C'est pour ça que je dis que notre approche est participative. C'est que on ne rien, la personne en face de nous, elle ne veut pas changer de mode de vie parce que c'est passé au final chez vous. Ça a été un changement de vie, quoi. Ça a été un changement de mode de vie, ça a été un changement d'épigénétique, un changement d'exposome, un changement de connotation, d'environnement, d'approche, etc. Donc, c'est le bouleversement qu'il a fallu faire. Et je prends le gélule, c'est pas ça qui va régler le problème. Et l'autre point à souligner, c'est que ça se fait du jour au lendemain, on l'a vu avec votre fille. Il a fallu 2 semaines déjà pour avoir ne serait-ce que les premiers signes. Mais après, pour vraiment se rendre compte de quelque chose, il faut au minimum 6 mois, nous on dit à 1 an. Donc, c'est vraiment une approche qui est longue, participative, et les personnes doivent, elles doivent s'impliquer et se rendre compte qu'elles n'ont pas le luxe d'avoir le choix de se dire, mais non, je ne veux pas du gluten, mais non, je ne veux pas du lait. Il y a un moment donné, comme disait mon père, le plat du jour, c'est celui-ci. Je mange le plat du jour. Donc, mon plat du jour, c'est quoi? J'ai une maladie auto-immune. Il faut que je gère cette maladie auto-immune. Le seul point que j'ai, c'est d'arrêter ce qui attaque mon immunité. Et ça, il n'y a pas de secret, quoi. Ça paraît tellement difficile pour certaines personnes à comprendre. Ah, mon Dieu, vous avez arrêté le gluten. Moi, il n'y a rien là. C'est rien, là. En prenant du sarrasin, en prenant du millet, du sorgho, on a énormément de farines différentes. J'en ai eu au début, je pense que j'avais 12 sortes de farines différentes. Il y a tellement de façons de remédier à une problématique qui est aussi simple, dans le fond, que de juste enlever un élément de nourriture, puis pouf, la santé revient, là. Excellent. Mais écoutez, moi, ça a été un plaisir. Je n'ai pas d'autres questions. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Non, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, mais on va le dire parce que en fait cette vidéo elle fait office de mémoire de soutien de mémoire de fin d'études et voilà, toutes mes félicitations pour votre réussite dans vos examens. Ben merci. Vous passez tout ça haut la main. Mais ça a été un plaisir, enfin, je veux dire, on échange par les mails et tout ça, mais c'est toujours bien d'avoir les gens en face et enfin, je veux dire, on pose un visage sur une personne et ça change beaucoup de choses. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et à très bientôt et je reste en contact avec vous pour la suite. D'accord? Oui. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.